Bonjour Fabienne Delfour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qui vous a poussé à essayer d'entrer dans la tête, dans la peau et même dans le cœur des dauphins? Vous, votre truc, c'était plutôt les éléphants, je crois, à la base. Oui, c'est une vocation ratée, apparemment. Oui, mon premier choix, c'était d'étudier des gros mammifères, les éléphants. Et puis, les premiers à avoir répondu positivement à mes demandes de stage, c'est un bioacousticien au Canada. Donc, j'ai travaillé au début en bioacoustique sur les orques. D'accord. Et pourquoi ce livre? Parce que j'ai voulu rendre intelligibles les propos des chercheurs qui sont souvent abscons. Oui. Et donc, voilà, essayer de faire une synthèse aussi de ce qu'on savait aujourd'hui sur les dauphins et avoir cette approche quand même raisonnable. Et c'est passionnant et on va voir si effectivement les dauphins sont aussi sympathiques, intelligents, voire affectueux avec les humains comme on peut l'imaginer à travers les séries ou à travers les livres. Je vous vois être un peu mitigé. On va entrer dans les détails. La première particularité du dauphin pour le grand public, c'est ce qu'on va entendre, les sifflements ou les claquements. On en perçoit, nous, pas forcément les subtilités, et pourtant, il y en a énormément. Par exemple, les dauphins, ils ont des noms. Expliquez-nous. Oui, alors déjà, oui, effectivement, on ne décèle pas toutes les subtilités, mais déjà, il y a une grosse partie qui est inaudible par l'humain, parce que ça va être soit dans les ultrasons, soit dans les infrasons. Et effectivement, il y a 3 catégories de sons. Il y a des clics, que vous avez très bien fait d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre... Donc, ils servent à l'écolocalisation, qui sont pour s'orienter, naviguer. Donc, vous êtes apte à aller naviguer en mer. Voilà, avec les dauphins, parfait. Il y a une grosse catégorie qui sont les sons pulsés, donc des sons sociaux. Ouais. Et effectivement, la dernière partie, ce sont ces sifflements signature, et dont en particulier ce nom que chacun des dauphins a. Choisissent à la naissance, d'abord dans l'imitation de la maman. Exactement. C'est ce qu'on il va apprend dans le livre. produire le son qu'il entend, que sa mère produit, et il est assez maladroit, donc il va faire des erreurs, et sa mère va entretenir ces erreurs, et ça va devenir sa signature. Voilà. Vous dites que ce sont des maîtres de l'acoustique, les dauphins. Est-ce que c'est leur sens le plus développé? Oui, ils vivent dans un univers qui est essentiellement sonore. Les sons vont transiter très rapidement dans l'eau. Donc la première modalité sensorielle, c'est effectivement le son. On voit rarement un seul dauphin. Ils nagent en groupe et forment un balai. On les voit sauter à la surface. Est-ce qu'ils vivent en famille et comment leur vie s'organise-t-elle? Oui, effectivement, ce sont des animaux sociaux. Donc quand on voit un individu isolé, c'est extrêmement rare. Et puis on doit se poser des questions pourquoi il est isolé. Et il y a 2 organisations parallèles dans la société des dauphins. Une organisation entre les mâles qui est basée sur des amitiés dès la tendre enfance. C'est ça, un copain pour la vie. Exactement. Ce qui fragilise énormément les mâles, parce que si ce copain pour la vie disparaît, oui, on n'a plus personne. Les femelles, elles sont extrêmement plus robustes et flexibles socialement, parce qu'elles vont créer des amitiés avec des partenaires sociaux qui leur sont bénéfiques à un certain moment de leur vie. Donc plus opportunistes. Voilà. On apprend dans le livre que les dauphins font du babysitting, peuvent vivre des périodes de deuil. Ça paraît complètement incroyable. Ce sont des animaux qui ont une vie émotionnelle extrêmement riche et étant donné qu'ils ont aussi des relations amicales très très fortes et des affinités sociales très très fortes, à la disparition d'un congénère, ils sont affectés par cette disparition et ont des comportements apathiques qui ressemblent à des comportements de deuil. Donc on parle de ce chagrin qui est vécu après un deuil. Et il y a une éducation sexuelle, par exemple, chez les dauphins. Les femelles ont un clitoris fonctionnel. Là encore, on ne pouvait pas l'imaginer, nous, grand public. Oui, elles ont un clitoris fonctionnel. Elles savent l'utiliser. Elles vont enseigner à leurs filles à l'utiliser. Elles savent se donner du plaisir. Et elles peuvent se servir, j'allais dire utiliser, mais elles peuvent se servir aussi de leur bébé pour se donner du plaisir. D'accord. Vous avez été responsable scientifique du delphinarium du parc Astérix, qui vous a permis d'étudier de près les dauphins. Avez-vous perçu, en les observant, des caractères et des personnalités différentes? Oui, effectivement. Aujourd'hui, on n'est plus au niveau de l'espèce. On va vraiment regarder qui constitue ces groupes. Et il y a des méthodes scientifiques pour élaborer des profils de personnalité. Donc on peut savoir si on a des individus qui sont audacieux, d'autres timides, etc. Est-ce que vous avez, vous, un souvenir marquant, un dauphin qui vous a particulièrement, je ne sais pas, ému dans ce parcours-là? Oui, vous parliez du delphinarium du parc Astérix. Il y a une femelle qui m'a vraiment touchée, qui est une femelle âgée, qui s'appelle Beauty,
et qui avait une personnalité assez en retrait, mais quand même forte, qui savait s'imposer sans être omniprésente. Et puis après, en milieu naturel, j'ai le souvenir de jeunes dauphins espiègles. Donc voilà, ce sont ces caractères un peu qui amusent et du coup qui amusent aussi le chercheur. Ça montre que les dauphins sont particulièrement sensibles. Est-ce qu'ils sont aussi particulièrement intelligents, les dauphins ? Alors on leur a posé des questions savantes. Donc on a montré qu'ils étaient capables de répondre à ces questions savantes. Mais aujourd'hui, je pense que la question est plus sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ressentent, et pas tant sur leur capacité cognitive. Le problème de cette hiérarchisation, c'est qu'on va établir une hiérarchie basée sur un référencement humain. Donc on voit bien qu'au sommet de la hiérarchie, il y a l'humain, et en deçà, on va hiérarchiser le vivant. Et en fait, c'est une représentation totalement fausse du vivant. Non, mais on sait qu'ils sont utilisés, par exemple, comme espions en Russie depuis la guerre froide, l'année dernière, pour protéger les troupes russes en mer Noire. Donc, ils ont l'humain, en tout cas, leur confie. Oui, parce qu'ils ont des capacités cognitives importantes. Ils sont capables d'apprendre, de mémoriser, de transmettre des informations. Donc, on va utiliser ça, mais ils sont adaptés à leur environnement. On a coutume aussi de dire que les dauphins sont un peu des soigneurs. Il existe des ateliers thérapeutiques avec les dauphins pour des personnes atteintes, par exemple, de troubles autistiques. Est-ce qu'ils sont doués d'empathie, les dauphins ? Est-ce qu'ils peuvent soigner, oui, d'une certaine manière ? Alors, la delphinothérapie est quand même beaucoup questionnée, justement, sur... il y a une sorte de pensée magique, l'animal doit guérir absolument et soigner. En fait, ça va dépendre vraiment des cas particuliers. Et oui, ce sont des animaux qui ont des capacités sociales et qui sont capables d'empathie, surtout à l'égard de congénères. Après, avec les humains, c'est un peu plus difficile. Mais ce que vous dites, c'est que peut-être ça fait du bien à l'humain, mais ça ne fait pas toujours du bien au dauphin. Tout à fait. Et nous, ce qu'on peut percevoir, parce qu'il a toujours un rictus un peu souriant, le dauphin, mais il y a des signes qui montrent de l'agacement, du malaise, et ça, vous savez les percevoir. Oui, en fait, c'est un animal qui est extrêmement compliqué à lire. Il est, comme vous le disiez, il a un corps lisse, il a ce rictus, toujours souriant. Mais malgré ça, il va signifier de l'anxiété, de la frustration, etc. Donc, il faut avoir une connaissance fine pour déceler ces changements. Ces derniers mois, beaucoup de dauphins ont été retrouvés morts, échoués sur des plages, notamment en France. Est-ce qu'ils sont en danger et comment les protéger, vous qui les approchez d'aussi près, dans le delphinarium, mais aussi beaucoup en milieu naturel, évidemment? Oui, la biodiversité est en danger. Voilà, il y a un changement climatique qui est présent en milieu terrestre, mais aussi en milieu aquatique. Et on voit ce changement. Il y a des pressions anthropiques très fortes. Il y a une raréfaction des ressources alimentaires. Donc, comment les protéger? Je pense que toutes les mesures qui sont prises sur le milieu terrestre sont applicables aussi au milieu maritime. Et avoir une approche du vivant beaucoup plus raisonnée et raisonnable, et comprendre enfin qu'on fait partie du système. On n'est pas au-dessus ni à côté, mais on est dedans. Il vous manque quand vous n'allez pas plonger avec eux, les dauphins? Oui, beaucoup. Ouais. Vous allez y retourner bientôt? Oui, là, le mois prochain. Merci beaucoup Fabienne Delfour. Dans la peau d'un dauphin, c'est chez Flammarion. Et c'est un livre passionnant qui nous permet d'en apprendre plus sur ces mammifères. Merci beaucoup. Merci à vous.